Bonjour, la présentation va commencer dans 2 minutes. La présentation va débuter dans 1 minute. Bonjour à tous, bienvenue à cette web-diffusion sur les traitements pour la leucémie lymphoïde chronique, la LLC, comment les prendre en charge pour une expérience positive. Alors, il est maintenant temps de débuter la présentation. Je me présente, Pascal Rousseau, je suis la chef des services à la communauté à la Division du Québec, de la Société de leucémie lymphome du Canada. Je suis bien contente d'être avec vous aujourd'hui. Je vais être la modératrice de cet événement en ligne. La présentation va être d'une durée de 60 minutes environ, avec une période de questions. Je vous avise que vous êtes en mode silencieux, hein, comme à l'habitude, si vous êtes habitué à nos conférences. Je vous invite tout au long de la présentation à taper vos questions et vos commentaires en cliquant sur l'onglet « Questions et réponses » Q&R au bas de l'écran. Et de ne pas utiliser la zone discussion, mais bien Q&R. Alors, on va lire les questions à voix haute à la fin de la présentation. La conférence d'aujourd'hui, elle est enregistrée. Il vous sera donc possible de la réécouter sur notre site Internet et on va vous envoyer un courriel lorsque le tout sera disponible. Notre mission à la Société de leucémie lymphome du Canada est de trouver un traitement contre les cancers du sang et d'améliorer la qualité de vie des personnes touchées et de leurs familles. La prochaine, merci. On est là pour vous aider. On offre du soutien aux personnes touchées tout au long du parcours. Vous avez nos coordonnées, ma charmante collègue Joliane et moi-même. On est toujours là pour répondre à vos questions, pour vous aider. Alors, n'hésitez pas à communiquer avec nous. Je vous invite également à visiter le cancerdussang.ca, notre site Internet, pour lire des témoignages, écouter des balados, télécharger nos nouveaux feuillets sur la LLC, par exemple, sur la gestion des effets secondaires, sur plusieurs autres sujets qui pourraient vous intéresser. Vous retrouverez également sur notre site Internet toutes les archives de nos web-diffusions passées. Nous avons lancé dernièrement notre chaîne de balado « Parlons des cancers du sang » où vous pouvez écouter des témoignages de personnes touchées par un diagnostic, de proches aidants, ainsi que des balados d'experts dans le domaine des cancers du sang. Ils sont disponibles sur vos chaînes préférées, que ce soit Spotify, Apple, Anchor, etc. C'est du contenu très intéressant pour vos oreilles. Vous aimeriez échanger avec quelqu'un qui a déjà vécu la même chose que vous, alors c'est possible avec notre programme de soutien par les pairs. Je suis certaine que dans l'auditoire, il y en a qui ont utilisé ce programme-là et il y en a sûrement même qui sont des bénévoles premier contact. Alors, vous savez que c'est un programme très important pour nous. Ce sont des bénévoles formés qui offrent de l'information et un soutien empreint d'empathie en témoignant de leur expérience avec les cancers du sang. Dans la mesure du possible, les participants sont jumelés avec des bénévoles en fonction de leur âge, de leur sexe et de leur diagnostic. Donc, sans plus attendre, il est maintenant temps de vous présenter nos deux sympathiques expertes, Nadine Lahaye-Galland et Roxane Lessard-Urtubise. Alors, vous les voyez.
Donc, Nadine est pharmacienne, elle a gradué en 2019, désirant améliorer la prise en charge des thérapies rares et plus complexes et le soutien pour les patients de la région de Québec. Elle a décidé de saisir l'opportunité offerte par la pharmacie La Rivière et Mascotte, qui est une pharmacie d'expertise en oncologie et un partenaire avec lequel on adore travailler à la société, et de se joindre à son équipe. Elle travaille depuis le satellite de la pharmacie à Québec et pourra bientôt offrir un service de proximité aux patients de la région de Québec et les accompagner dans la poursuite de leur traitement. Roxane, pour sa part, est aussi pharmacienne. Elle est passionnée d'oncologie dans le milieu de la pharmacie communautaire. Elle travaille depuis 2017 également à la pharmacie La Rivière et Mascotte. Depuis 2018, elle est coordonnatrice de la formation continue à l'interne de la pharmacie et elle cherche aussi à s'impliquer afin d'améliorer la pratique en oncologie dans le milieu communautaire, entre autres en rédigeant un article dans le Québec Pharmacie, Thérapie orale en oncologie, comment s'y retrouver. En coordonnant des infolettes sur les nouveautés et particularités des traitements oncologiques destinés aux pharmaciens communautaires, participants et en offrant des formations en oncologie, comme elle fait aujourd'hui et comme elle l'a déjà fait par le passé avec nous. Alors, je vous souhaite bonne présentation. À vous, mesdames. Merci beaucoup, Pascal. Comme elle vous a dit, en fait, on est deux pharmaciennes qui travaillent à la pharmacie La Rivière et Mascotte, qu'on est une pharmacie, en fait, d'expertise, entre autres en oncologie. Donc, les traitements de la LLC, on en fait à tous les jours. On travaille en équipe, en fait, avec les pharmaciens communautaires pas loin de chez vous. On s'occupe seulement des traitements qui sont spécialisés, donc qui requièrent un suivi plus particulier. On a maintenant, en fait, un point de service qui est en train de s'ouvrir à Québec. Donc, Nadine, ma collègue, qui va pouvoir vous servir maintenant aussi à Québec. Même si on est à Montréal et Québec, on fait quand même la distribution des médicaments partout au Québec, en général en 24 heures pour la livraison. Donc, n'hésitez pas à nous contacter si jamais ça vous intéresserait de connaître nos services. Sinon, à part de ça, on ne déclare aucun conflit d'intérêt. Pour la présentation d'aujourd'hui, on va parler en fait de la leucémie lymphoïde chronique, de ces facteurs de risque, les signes et symptômes, facteurs pronostiques. Mais on va surtout se concentrer sur les traitements, la gestion des effets indésirables, donc qu'est-ce qu'on peut faire pour les améliorer et parler un petit peu de la réponse au traitement. Puis on va aussi voir qu'est-ce que vous pouvez faire, vous, de votre côté, pour prendre en charge votre maladie pour améliorer votre expérience. Pour commencer, on va faire un rappel un peu de ce qui compose le sang. Donc, les cellules sanguines sont composées en fait de globules rouges qui transportent dans le fond de l'oxygène. Les médecins, et dans le fond, dans les prises de sang, on va souvent l'évaluer avec le taux d'hémoglobine. Donc, si on parle des taux d'hémoglobine, c'est vraiment la quantité de globules rouges qu'on a dans le sang. Sinon, on a les globules blancs qui combattent les infections, les plaquettes qui vont aider à la coagulation, donc pour arrêter les saignements. Et on a la partie liquide du sang qui est le plasma, qui est principalement composé d'eau, qui permet en fait le transport de ces cellules-là partout dans le corps, mais aussi des vitamines, des minéraux, des protéines et tout. Pour le système immunitaire, oui, il faut parler toujours des globules blancs, mais il y a d'autres parties qui sont intégrantes du système immunitaire. Donc, la moelle osseuse, c'est là où est-ce que les cellules du sang sont formées. Donc, on a les globules rouges, les globules blancs et les plaquettes qui sont formées dans la moelle osseuse. Quand ils sont matures, ils peuvent sortir et après ça, se retrouver dans le sang. Les globules blancs matures vont un peu s'entreposer dans les ganglions. Donc, c'est là qu'ils vont attendre un peu les infections. Donc, c'est vraiment là où est-ce qu'il va y avoir, dans le fond, une réserve de globules blancs, finalement. Pour le développement des cellules sanguines, pour la leucémie, pour bien comprendre pourquoi il y en a des lymphoïdes et des myéloïdes. En fait, il y a une cellule souche, dans le fond, dans la moelle osseuse qui va se différencier soit dans la lignée myéloïde ou soit dans la lignée lymphoïde. Donc, dans le cas de la leucémie lymphoïde chronique, c'est vraiment le côté lymphoïde qui va être atteint. Donc, surtout les lymphocytes, entre autres de type B, qui vont être surtout atteints dans la leucémie. Puis, dans le fond, la leucémie, elle est parfois appelée lymphocytique ou lymphoblastique. C'est simplement des synonymes. Donc, lymphoïde, ça se dit bien, on va l'utiliser pour la présentation d'aujourd'hui. Mais on peut utiliser les deux autres mots aussi, il n'y a aucun problème. Pour ce qui est, en fait, le côté chronique, c'est vraiment pour indiquer que la maladie est à une progression lente comparativement, entre autres, aux leucémies aiguës,
que là, les cellules sont tellement répliquées rapidement qu'ils empêchent en fait la formation de cellules même normales au niveau du sang, entre autres. Donc, ils vont avoir un développement beaucoup plus rapide puis un moins bon pronostic en général. Donc, la maladie chronique, on peut rester, dans le fond, en bonne santé pendant même plusieurs années sans nécessairement avoir des traitements d'emblée au départ pour ça. Donc, comment que la leucémie apparaît, en fait, c'est qu'il y a une cellule, un lymphocyte qui va accumuler des dommages génétiques. Donc, il va en avoir plusieurs. Puis, à un moment donné, si on obtient une certaine combinaison de ces dommages-là, on obtient alors une cellule qui va être cancéreuse, qui va se stimuler, se répliquer de façon incontrôlée. Ce qui va arriver, c'est qu'il va y avoir plusieurs cellules lymphocytes qui vont être matures, mais non fonctionnelles, donc qui ne vont pas faire le travail qu'ils sont censés faire. La différence ici, alors, c'est que, oui, on a une accumulation de cellules dans les ganglions, la moelle osseuse et le sang, mais comparativement, mettons, à une leucémie aiguë, il va y avoir quand même quelques cellules qui vont être fonctionnelles, qui vont être capables de faire le travail normal. Puis, dans le fond, l'accumulation, si elle est non contrôlée, elle peut nuire, dans le fond, à la réponse du système immunitaire du patient. Elle peut nuire, si elle se rend dans la moelle osseuse, dans le fond, au développement des globules blancs et des plaquettes, parfois même des globules rouges pour ça. Pour les facteurs de risque, le principal facteur de risque qu'on considère actuellement, c'est vraiment l'âge, étant donné que plus le temps avance, plus on a un risque d'accumuler ces dommages-là au niveau de l'ADN, au niveau du bagage génétique. Ce qui fait que c'est vraiment, plus on vieillit, plus on est à risque de développer, dans le fond, la leucémie. On remarque quand même qu'il y a une différence entre les hommes et les femmes, un petit peu plus d'hommes qui sont touchés. Probablement que c'est peut-être, il y a peut-être une raison, mais on ne connaît pas la raison exacte pour ça. On sait que l'exposition à l'agent orange, qui est un herbicide, en fait, qui a été utilisé dans la guerre du Vietnam comme arme, en fait, augmente le risque de faire des leucémies lymphoïdes chroniques, ce qui n'est pas nécessairement le cas de tous actuellement, effectivement. Sinon, il y aura probablement un facteur génétique qui est quand même possible, c'est-à-dire qu'on a remarqué que les personnes qui, dans leur famille proche, c'est-à-dire au premier degré, soit les parents, enfants ou frères et sœurs, s'il y a un cas dans une famille, le risque augmente d'environ de 4 fois pour ces parents proches-là de développer une LLC. Il faut quand même comprendre que le risque reste minime malgré tout. Donc, habituellement, le risque d'une personne sur 10 000 environ, tandis que si on a quelqu'un dans la famille proche, le risque peut augmenter à 3-4 personnes sur 10 000, simplement. Pour les signes et symptômes de la LLC, en fait, il faut comprendre qu'il y a aussi, en début de traitement, habituellement au diagnostic, il n'y a pratiquement aucun symptôme le 3/4 du temps, étant donné qu'on découvre souvent fortuitement la maladie, en fait, en faisant une prise de sang souvent avec le médecin de famille, qui va découvrir qu'en fait, il y a des anomalies au niveau de la prise de sang, puis là, ils vont pouvoir faire le diagnostic par la suite. Donc, souvent, on n'a pas de symptômes au diagnostic. Si les symptômes apparaissent éventuellement, ça ressemble en fait à de la fatigue, de l'anémie, en fait, qui est une diminution des globules rouges, une hypertrophie des niveaux des ganglions, entre autres au niveau du cou, de la fièvre, une perte de poids inexpliquée, des sueurs nocturnes, augmentation de la rate ou du foie, ou encore des infections. Donc, c'est des symptômes qu'on pourrait avoir si jamais ils se développent au courant de la maladie. Pour le diagnostic, comme j'ai déjà indiqué, en fait, on regarde en général la prise de sang, puis on va se rendre compte que les lymphocytes, donc qui vont être plus élevés qu'à la normale, pendant plus que 3 mois. Donc, il faut que ça doit persister quand même. Donc, ça arrive des fois que ça l'augmente dans le corps temporairement, mais il faut que ça persiste au-delà de 3 mois. Ils vont passer aussi les cellules, en fait, dans une machine qui s'appelle cytométrie en flux. Donc, il va permettre de décrire un peu les cellules, donc savoir la taille, la forme, c'est la présence de certains marqueurs au niveau de la surface des cellules pour pouvoir identifier quelle sorte de cellules il s'agit. Avec ça, ils vont être capables de déterminer si c'est des cellules qui sont en fait leucémiques. On va aussi souvent faire une ponction de la moelle osseuse, en fait, entre autres pour éliminer d'autres diagnostics possibles, d'autres, par exemple, cancer du sang qui pourraient expliquer la présence de tout ça. Et sinon, des fois, on va aussi faire la ponction pour pouvoir déterminer la quantité de cellules leucémiques dans la moelle osseuse pour pouvoir faire un suivi de l'efficacité plus tard. Les facteurs pronostiques, il y en a quand même plusieurs. On va vous parler en fait de 3 aujourd'hui, simplement parce qu'il y en a plusieurs qui sont expérimentaux, donc qui ne sont pas nécessairement utilisés au Québec.
Donc, c'est les principaux facteurs pronostiques qu'on va évaluer, entre autres au Québec ici. Donc, la présence de symptômes peut indiquer, dans le fond, un moins bon pronostic, c'est-à-dire une moins bonne maladie. Si on veut un risque plus élevé, de moins bonne réponse ou, dans le fond, que la maladie elle est plus avancée. Si on a une augmentation du bêta-2 microglobuline ou si on a un IgHV non muté, je n'irai pas dans le détail de qu'est-ce que c'est tout ça parce que ça devient très compliqué, puis on risque de se perdre là, si on va dans le détail. Donc, si ces deux choses-là sont présentes, on le sait que la maladie elle est un petit peu plus agressive, elle est moins bon, des moins bons résultats souvent au traitement aussi. Pour les autres facteurs pronostiques, on a des anomalies en fait chromosomiques que souvent les médecins vont peut-être vous parler. Il y a plusieurs sortes d'anomalies. Donc, on a des délétions qui, en fait, une partie du chromosome qui a été perdue dans une cellule. Dans le fond, la cellule cancéreuse va avoir perdu une partie de son chromosome. Donc, par exemple, une délétion 13Q, c'est une partie du chromosome 13 qui a été perdue. On a la délétion 11Q et la délétion aussi 17P qui peut avoir comme anomalie. Il y a la trisomie 12, en fait, c'est 3 copies du chromosome 12 qui peut être présente. Sinon, il y a un gène particulier, en fait, qui est sur le chromosome 17, donc qui est un peu l'équivalent de perdre la partie du chromosome 17. Donc, là, on les compare souvent parce qu'ils sont un peu dans la même catégorie, donc délétion 17P et mutation du gène TP53. Les deux, c'est en fond une maladie à risque élevé parce qu'on sait qu'ils répondent entre autres mal au traitement de chimiothérapie. Donc, souvent, pour ces personnes-là spécifiquement, on va donner des traitements particuliers qu'on sait qu'ils vont mieux répondre. Sinon, pour le reste, ils vont quand même être capables de répondre à la plupart des traitements, mais il y a des fois des niveaux un peu plus favorables ou intermédiaires pour les autres. Ici, c'est simplement pour illustrer en fait ce que je veux dire par qu'est-ce qu'une délétion puis qu'est-ce qu'une mutation. Donc, on a au départ 2 chromosomes normales, donc à gauche complètement. Par la suite, on a une paire ici qui manque une tête. Donc, par exemple, une délétion 17P va ressembler à ça. Pour la mutation du gène TP53, en fait, il s'agit que c'est vraiment, le gène, il est encore présent, c'est juste qu'il n'est pas fonctionnel. Il y a une modification au niveau du code qui fait que la protéine n'est pas bien exprimée par la suite, ce qui cause en fait des problèmes là, au niveau des protéines dans la cellule cancéreuse, finalement. Pour les objectifs de traitement, en fait, c'est sûr qu'au départ, on va essayer de voir, en fait, on va essayer de ralentir la croissance, détruire les cellules leucémiques. Donc, c'est le premier but de traitement, donc de vraiment réduire la charge du cancer. On va, par le fait même, en fait, réduire les symptômes et les complications de la maladie. Donc, s'il y a moins de cellules cancéreuses, moins de symptômes. Dans le but, en fait, d'obtenir une réponse qui va être, dans le fond, des rémissions le plus longtemps possible. Puis, par la suite, en faisant tout ça, on va pouvoir obtenir une survie qui va être plus longue. Donc, c'est le principe de nos traitements qu'on a en ce moment pour la LLC. Souvent, par exemple, quand on fait un diagnostic, comme on a parlé un peu plus tôt, on n'a pas beaucoup de symptômes. Ce qui arrive, c'est qu'on va souvent proposer, en fait, de faire de l'observation et de ne pas commencer les traitements tout de suite. C'est vraiment la plupart des patients. Donc, vous avez un diagnostic de leucémie, vous voulez commencer un traitement, on va vous dire non, puis on va vous dire qu'on va attendre que la maladie soit plus avancée avant de débuter parce qu'en fait, on a fait des études qui ont démontré en fait qu'il n'y avait aucun avantage à débuter un traitement plus tôt. Donc, on ne va pas retarder l'évolution de la maladie si on le commence plus tôt. On va trop avoir des effets secondaires avec les médicaments plus tôt, puis on peut développer aussi des résistances aux médicaments qui pourraient alors être utilisés plus tard quand la maladie est un petit peu plus agressive, entre autres. Donc, c'est ce qui a été déterminé qu'il était mieux d'attendre avant de commencer les traitements pour cette raison-là. Donc, il y a plus de risques de bénéfices à commencer un traitement plus tôt. Ce que le médecin va faire à ce moment-là, c'est quand même offrir un suivi plus rapproché. Donc, on va faire souvent un suivi peut-être aux 6 mois avec le médecin, avoir des examens pour évaluer en fait si la maladie évolue ou non. Si elle est stable, on va continuer sans traitement. Si elle évolue, on va pouvoir décider si on commence un nouveau traitement. Pour le choix de traitement, il n'y a pas un traitement nécessairement qui est qui est meilleur que les autres en tant que tel. Ça va vraiment dépendre un peu de plusieurs facteurs. Donc, il va falloir regarder, entre autres, le stade de la LLC, donc vérifier si c'est un stade avancé ou moins avancé de la maladie.
L'âge du patient et l'état général du patient aussi va nous guider, savoir quel type de traitement on veut donner. Si quelqu'un qui est en forme, on va y aller peut-être un peu plus agressif pour avoir une meilleure réponse. Si la personne est un petit peu moins en forme, on va y aller plus doucement, tout simplement à ce moment-là pour améliorer, d'avoir une bonne réponse, mais quand même d'avoir une bonne qualité de vie. On va regarder les analyses de laboratoire, les anomalies génétiques chromosomiques. Donc, comme indiqué un peu plus tôt, on va choisir, par exemple, des traitements plus appropriés qui vont répondre mieux pour certaines situations. On va aussi regarder les effets secondaires des traitements pour pouvoir voir qu'est-ce qui serait peut-être mieux pour certaines personnes. On va entre autres prendre en considération vos préférences. Donc, n'hésitez pas à dire votre opinion quand même quand vous voyez votre médecin. Oui, il est très bien placé pour vous guider vers les bons traitements, mais souvent, il peut avoir plusieurs traitements appropriés. Donc, il peut prendre en considération les préférences aussi. Et on va aussi regarder, entre autres, les traitements antérieurs pour voir comment ça a été répondu dans le passé. En fait, les protocoles ils vont vraiment dépendre, entre autres, on a 2 catégories, si on veut. Dans le fond, les personnes qui ont la délétion 17P ou la mutation TP53, donc qui est la première catégorie. Pour les autres, en fait, on va utiliser tous les traitements qui sont un peu actuellement disponibles. Donc, ça se sépare en 2. Pour la délétion 17P, mutation TP53, donc on va éviter, comme je vous avais dit, les chimiothérapies. Donc, on va utiliser les médicaments comme l'ibrutinib, l'acalabrutinib, le venetoclax avec soit rituximab ou obinutuzumab. C'est souvent les 4 traitements en ce moment qui sont les mieux, en fait, sont meilleure efficacité en ce moment. C'est sûr qu'il y a des traitements qui sont plus récents, comme l'acalabrutinib, qui a été approuvé au Canada récemment, mais il n'est pas encore approuvé, entre autres, aux assurances. Donc, c'est la raison des fois pourquoi il n'est pas beaucoup prescrit pour le moment. Mais on attend en fait la réponse du ministre de la Santé pour savoir quand est-ce qu'il va pouvoir être approuvé. L'idéalisib, en fait, est souvent offert comme dans les dernières lignes parce qu'il est moins bien toléré. Mais il peut être considéré comme pour les patients qui ont des cancers réfractaires. Et l'allograft peut être considéré aussi pour ces personnes-là, vu que leur maladie est un petit peu plus agressive. Pour ce qui est des autres, on va rajouter en fait à tout ça la chimiothérapie, donc soit à base, par exemple, de bendamustine, de chlorambucil. On a une particularité, un groupe particulier, en fait, un groupe particulier, en fait, qui est des personnes qui ont un IGHV muté, qui ont moins de 65 ans et qui sont en forme. Et qui n'ont pas de délétion 11Q. Il y a une étude qui a démontré en fait que le rituximab, la fludarabine et la cyclophosphamide amélioraient de façon significative la survie. Donc, c'est pour ça que pour ces personnes-là en particulier, on va vouloir offrir ce traitement-là. Mais ce n'est pas pour tout le monde parce que les autres personnes, souvent, qui ne respectaient pas ces critères-là, il n'y avait pas de bénéfices supplémentaires. Donc, ce n'est souvent pas recommandé pour tout le monde. On va parler ensuite des effets secondaires, en fait, des médicaments pour chacune des classes. Il faut comprendre en fait qu'il y a beaucoup d'effets secondaires. Si on lit les monographies, ils en mettent plus que pas assez. Donc, c'est très épeurant, mais je vous rassure que la plupart des traitements, ils sont quand même bien tolérés. Surtout les nouveaux traitements qui sortent plus récemment, ils ont souvent une bonne tolérance. Donc, il ne faut pas trop se méfier. C'est sûr qu'il peut y avoir des effets secondaires qui vont arriver, mais habituellement, ce n'est pas à tout le monde. Ça peut être des effets secondaires qui sont légers. C'est sûr que des fois, qu'il y en a qui sont plus sévères, ça va vraiment dépendre. Il faut les essayer pour savoir comment on va réagir. Donc, il faut aussi considérer qu'il y a certains effets secondaires qu'on peut gérer et améliorer pour la qualité de vie. Donc, vous pouvez parler soit à votre pharmacien ou à votre infirmière pivot pour voir s'il y a des choses qu'on peut faire pour améliorer quand même les effets secondaires. Pour commencer, on va parler des anti-CD20. Donc, le CD20, en fait, c'est une petite protéine au niveau de la surface des cellules des lymphocytes B. Donc, on va vraiment viser spécifiquement ces cellules-là pour les détruire. Donc, c'est le cas, entre autres, du rituximab et de l'obinutuzumab. Donc, ces 2 traitements qui sont anti-CD20, c'est des traitements intraveineux, donc sont vraiment donnés à l'hôpital. Habituellement, on les donne par cycle, c'est-à-dire qu'on les donne certains jours, puis on répète à tous les mois par la suite. Donc, il y a plusieurs protocoles possibles. Donc, souvent, on va les mélanger avec d'autres médicaments. Donc, on peut voir la liste ici. Je ne les énumérerai pas au complet pour ça. Donc, les effets secondaires en général qu'on remarque, une particularité, en fait, c'est la réaction à la perfusion. Ça arrive habituellement à la première perfusion. C'est quoi la réaction? En fait, c'est d'avoir une haute ou basse pression, une difficulté à respirer, irritation au niveau de la gorge, nausée, diarrhée.
Bouffées vasomotrices, en fait, c'est des bouffées de chaleur, un peu comme les personnes qui sont ménopausées. Des maux de tête, fièvre. Donc, c'est un petit peu une grosse réaction des fois qui peut arriver. On va vous donner en fait des médicaments avant la perfusion pour réduire le risque d'apparition de cette réaction-là. Donc, du Tylenol, du Benadryl, des corticostéroïdes pour prévenir ça. Et on va aussi des fois ajuster la vitesse avec laquelle on administre le médicament. Donc, c'est une perfusion sur un long terme. Donc, souvent, on va y aller lentement au début. Puis, par la suite, on peut soit l'accélérer ou le ralentir, tout dépendant de comment on réagit. Les antihypertenseurs sont habituellement arrêtés 12 heures avant la perfusion. Donc, le matin, on ne prend pas nos médicaments pour la tension artérielle et on peut les reprendre en fait 1 heure après ou plus tard dans la journée par la suite. Sinon, pour tous les traitements, il va y avoir une fatigue qui est présente. Ça peut être soit la maladie, soit les médicaments qui les causent. Donc, on ne s'en sort habituellement pas vraiment, mais habituellement, ça s'améliore avec le temps. Donc, plus le traitement, on l'utilise, plus on s'habitue finalement. Les anti-CD20 ont un petit peu de diarrhée, donc ce n'est pas nécessairement fréquent, puis sont habituellement légères à modérées, mais c'est possible quand même d'avoir un petit peu de diarrhée. Pour ce qui est de la formule sanguine, en fait, ce qu'on peut remarquer, en fait, c'est une diminution des globules blancs, un petit peu des globules rouges et des plaquettes, mais avec une moindre mesure. Les globules blancs peuvent diminuer un petit peu, donc ça peut augmenter, entre autres, le risque des infections. Donc, c'est pour ça qu'on voit, entre autres, que souvent, ces personnes-là ont peut-être un peu plus d'infections que la moyenne des gens. La plupart du temps, ça peut se traiter quand même bien. C'est juste qu'il y a certaines infections, des fois qu'on appelle opportunistes, qui sont des maladies, en fait, qui habituellement ne causent pas de maladies chez les personnes qui ont un système immunitaire sain. Donc, ces personnes-là, s'ils sont exposées avec un système immunitaire moins fort, ils peuvent développer des maladies avec certains virus, certaines bactéries que normalement ne devraient pas causer de problème. Donc, on va quand même les traiter, mais c'est possible à cause du médicament que ça cause ça. On va parler ensuite de la chimiothérapie. La chimiothérapie, en fait, c'est moins spécifique comme traitement. Donc, il va vraiment détruire des cellules qui se répliquent rapidement. Que ce soit les cellules cancéreuses, oui, mais aussi les cellules du corps normal qui se répliquent rapidement, ça se pourrait que ce soit ciblé. Donc, souvent, on va remarquer que ça cause beaucoup d'effets secondaires à cause de ça. Sont donnés habituellement à l'hôpital parce qu'il y a beaucoup de traitements qui sont intraveineux, même s'il y en a qui sont disponibles par la bouche, mais c'est souvent aussi donné malgré tout à l'hôpital, tout simplement. Pour ce qui est des effets secondaires, c'est sûr, au niveau de l'estomac, ils ont plus de nausées qui sont associées avec ces traitements-là. Selon le protocole que vous recevez, ça se pourrait qu'on vous recommande d'utiliser des médicaments contre les nausées, entre autres, avant ou après la chimiothérapie. Donc, par exemple, des médicaments comme l'ondansetron et la dexaméthasone sont souvent utilisés pour cette raison-là. Donc, on essaie de les contrôler le plus efficacement possible. C'est toujours mieux de prendre les médicaments qu'on prend pour les nausées en prévention le plus possible. Donc, si on sait qu'on va avoir des nausées, de les prendre, de ne pas hésiter parce que c'est plus facile de prévenir les nausées que les traiter. Donc, de ne pas hésiter à les utiliser pour cette raison-là. La fatigue, encore une fois, qui est présente avec la chimiothérapie. Sinon, un petit peu de diarrhée, encore une fois, qui est possible. Ce n'est pas habituellement des diarrhées très intenses, donc légères à modérées, habituellement faciles à gérer. Pour la cyclophosphamide, on a une perte de cheveux qui est possible. Donc, les traitements qui contiennent ce médicament-là, particulièrement pour avoir une perte de cheveux, habituellement, c'est un éclaircissement, donc un petit peu de perte de cheveux, mais pas complète. C'est possible que des fois, dans certaines situations, on peut avoir une perte de cheveux complète, mais il faut quand même se rassurer que les cheveux repoussent après l'arrêt du traitement, tout simplement. Puis, les cheveux, en fait, ils sont perdus environ à 2-3 semaines après le début de traitement. La chimiothérapie va toucher particulièrement, en fait, la formule sanguine. Donc, les globules rouges, les globules blancs et les plaquettes vont être diminués habituellement plus fortement avec la chimiothérapie. Donc, ça arrive qu'on va devoir arrêter les traitements le temps que le corps refasse ses stocks, dans le fond, de globules rouges, de globules blancs et de plaquettes. Donc, ça arrive quand même avec la chimiothérapie plus qu'avec les autres traitements. Donc, c'est une particularité pour ce traitement-là. Ce qui aussi cause, entre autres, le risque d'infection un petit peu plus élevé. Parfois, on va donner des médicaments, des antibiotiques ou des antiviraux en prévention pour être sûr qu'on n'attrape pas certaines bactéries ou virus qui pourraient être problématiques. On va ensuite passer à la catégorie, en fait, des inhibiteurs de la tyrosine kinase de Bruton, qui s'appellent, en fait, les anti-TKB, si on peut dire un petit surnom.
C'est des traitements qui sont pris à la maison, étant donné que c'est des médicaments en capsule. Donc, on a l'ibrutinib, qui est l'Imbruvica, et l'acalabrutinib, qui est le Calquence, qui est plus récent. Donc, c'est celui que je parlais, qui n'était pas encore approuvé aux assurances. Les deux peuvent se prendre avec ou sans nourriture. Les deux, en fait, les traitements vont être donnés jusqu'à temps que le traitement soit mal toléré ou soit qu'il devienne non efficace. Donc, ils vont être vraiment continués à long terme. Ils ont des interactions, les deux, avec d'autres médicaments, donc toujours de vérifier avec votre pharmacien que c'est compatible. Il y a une particularité, en fait, au niveau du Calquence qu'il faut éviter les antiacides si possible. Donc, les antiacides, que ce soit des TUMS, du Zantac ou des inhibiteurs de la pompe à protons, comme par exemple du pantoprazole, il faut les éviter si possible. Sinon, il faut les administrer au bon moment. Donc, tout dépendant de quel produit vous utilisez, il y a un moment dans la journée qu'on peut les prendre. Il faut juste vérifier avec votre pharmacien quel est le bon moment pour prendre le médicament si c'est nécessaire. Pour le Calquence aussi, éventuellement, il sera probablement donné aussi avec un anti-CD20, donc l'obinutuzumab, qui pourrait être utilisé ensemble. Mais pour l'instant, il n'est pas encore utilisé vu qu'il faut qu'il soit approuvé, entre autres, par le gouvernement pour cette raison-là. Et sinon, pour la prise, il y a une différence entre les deux. Donc, l'Imbruvica, il est donné une fois par jour. En général, 1 à 3 capsules, tout dépendant de la dose que le médecin vous a prescrit. Et le Calquence, lui, c'est habituellement 2 fois par jour ou des fois, on peut le réduire à 1 fois par jour s'il est moins bien toléré, par exemple. Pour les médicaments des anti-TKB, les effets secondaires habituels, on a souvent de la diarrhée. La plupart des gens vont avoir en fait de la diarrhée avec ces médicaments-là. L'avantage, en fait, c'est qu'elles sont habituellement quand même légères ou modérées, donc quand même faciles à gérer, soit avec, par exemple, de l'Imodium. Donc, en général, on peut quand même faire quelque chose pour améliorer la qualité de vie. La fatigue, c'est possible. Habituellement, en début de traitement, ça s'améliore à la longue. Pour le rash, il est possible, en général, en début de traitement, de développer un rash. C'est sûr que ça va dépendre de chaque personne. Ça va être difficile. Il va falloir évaluer du cas par cas pour savoir s'il faut arrêter les traitements, quel traitement qu'on va vous donner. La plupart du temps, ça va se guérir quand même bien, mais il y a des exceptions pour tout. Donc, ça va être à voir pour ça. Au niveau de l'estomac, c'est quand même relativement bien toléré. Donc, la plupart des gens n'auront pas de problème, mais on peut avoir un petit inconfort gastrique quand même, peut-être un petit peu de nausée. C'est habituellement léger à modéré, donc ce n'est pas un très gros problème habituellement. Pour ce qui est des fois des douleurs musculaires et ou articulaires qui peuvent se développer avec ces médicaments-là, habituellement, comparativement aux autres effets secondaires, ils ne vont pas s'estomper avec le temps. Ils ont tendance à rester tout simplement, en fait, tout au long du traitement. Il faut à ce moment-là, en fait, traiter avec du Tylenol si possible. Le Tylenol, si c'est approprié pour vous, parce que dans le fond, les anti-inflammatoires, entre autres comme l'Advil, ce n'est pas approprié. On va voir un peu plus tard pourquoi, mais on va éviter, si possible, l'Advil et les anti-inflammatoires avec les anti-TKB. Pour l'acalabrutinib, qui est le Calquence, le premier mois de traitement, ça arrive qu'on a des maux de tête, puis habituellement, ça s'estompe avec le temps. Encore une fois, on peut prendre du Tylenol pour se soulager. Avec le traitement anti-TKB, il est possible qu'on développe une hypertension. En fait, c'est le risque est cumulatif. Donc, plus on le prend longtemps, plus le risque augmente qu'on développe de l'hypertension. Ce n'est pas une hypertension habituellement qui est sévère. C'est une hypertension qu'on peut quand même facilement traiter avec des antihypertenseurs habituels. Donc, en général, elle répond bien au traitement. Souvent, on va quand même continuer notre anti-TKB malgré tout. Il y a quelques cas aussi qu'on peut avoir des arythmies, en fait, plus particulièrement le développement d'une fibrillation auriculaire qui est en fait une arythmie qui fait que le cœur bat moins efficacement. Puis, c'est pas une contre-indication en fait le traitement. Donc, si on a une fibrillation auriculaire avant de commencer, on peut quand même avoir ce traitement-là. C'est juste qu'on va souvent faire une surveillance tout au long du traitement. Le médecin va évaluer si jamais vous développez cette arythmie-là, si on continue ou pas le traitement, mais on pourrait le continuer en théorie, il n'y a pas de contre-indication. Finalement, encore sur les anti-TKB, dans le fond, l'atteinte au niveau de la formule sanguine, au niveau des globules rouges, globules blancs et plaquettes, elle est habituellement moins importante. Elle est présente, mais souvent, ça va être moins marqué comparativement, par exemple, à la chimiothérapie, qu'on faisait souvent des arrêts de traitement.
On n'en fera pas beaucoup dans les entités KB, donc ça arrive très rarement qu'on doit arrêter les traitements pour ça. Une particularité, par exemple, de ces médicaments-là, en début de traitement, ça arrive en fait que ce que le médicament fait, ça le fait sortir les lymphocytes des ganglions. Donc, si on avait beaucoup de ganglions, par exemple des ganglions très enflés avant le début de traitement, si on donne ce médicament-là, on va retrouver tous ces lymphocytes-là dans le sang. Donc, temporairement, ça va augmenter. Ce n'est pas une perte d'efficacité du médicament, quoi que ce soit. C'est vraiment juste que tous les lymphocytes qui étaient déjà présents au départ se retrouvent dans le sang. Donc, ils vont augmenter quand on fait les prises de sang. Mais ça va diminuer au fur et à mesure que le traitement fonctionne bien. Ensuite, un risque d'infection qui est quand même présent aussi, un peu comme les autres, mais peut-être un petit peu moins marqué. Et en fait, une particularité aussi des entités KB, c'est que ça peut augmenter le risque de saignement. Oui, ça peut diminuer la quantité de plaquettes dans le sang, mais habituellement, le processus probablement avec lequel l'augmentation de saignement arrive, c'est vraiment parce que le médicament empêche que les plaquettes collent bien pour coaguler, un peu comme l'aspirine, donc ça éclaircit le sang. Donc, pour cette raison-là, on a plus souvent des bleus, on va avoir un petit peu des saignements de nez quand on se mouche, on va peut-être saigner aussi des niveaux des gencives. Ça se peut. Le principe, en fait, c'est que tant que le saignement arrête en 15 minutes, il n'y a pas de problème par la suite. Si jamais vous avez des chirurgies, habituellement, le médecin doit être avisé que le médicament, vous le prenez, puis souvent, ils vont l'arrêter quelques jours avant, quelques jours après, tout dépendant de la chirurgie que vous avez. Ensuite, on a la catégorie des inhibiteurs de BCL2. En fait, la seule molécule qu'on a en ce moment, c'est le venetoclax, qui est le Venclexta. Il était donné au départ, en fait, seul. Donc, on donnait seulement ce médicament-là, mais on s'est rendu compte qu'il était plus efficace s'il est donné avec un anti-CD20, donc comme le rituximab ou le binituzumab. Lorsqu'il est donné seul, on le continue à long terme. Donc, tant que ça fonctionne bien, tant que c'est bien toléré, on le continue. Tandis qu'on les a étudiés d'une autre façon avec les anti-CD20. Donc, on a une durée fixe de traitement, ce qui est intéressant, entre autres, parce que c'est des médicaments qui coûtent cher, mais aussi peut-être un petit peu moins d'effets secondaires à long terme, étant donné qu'on les prend moins longtemps. Donc, par exemple, avec le rituximab, on va donner les 2 médicaments en même temps pendant 6 cycles à l'hôpital. Par la suite, en fait, le médicament venetoclax, il va être poursuivi à la maison pendant jusqu'à un maximum de 2 ans. Si on le donne avec le binituzumab, en fait, c'est le même principe. On a 6 mois donnés les 2 à l'hôpital. Donc, le binituzumab est donné et le Venclexta aussi en même temps pour 6 mois environ. Puis, par la suite, on passe à la maison pour un 6 mois pour un total de 1 an de traitement. Par la suite, on peut arrêter jusqu'à temps que la maladie évolue. Donc, jusqu'à la prochaine dans le fond, progression de traitement. Donc, vraiment, les 2 protocoles ici, c'est les seuls protocoles avec un médicament oral qu'on va pouvoir arrêter éventuellement. Sinon, c'est tout le temps poursuivi jusqu'à temps que ça ne fonctionne plus finalement. Pour, dans le fond, le Venclexta, le venetoclax, il y a une particularité en début de traitement. On va augmenter très progressivement la dose et parfois, on va devoir hospitaliser le patient pour avoir une hydratation intraveineuse parce qu'on doit être très hydraté. On doit faire des prises de sang très serrées à toutes les augmentations de dose parce qu'on avait eu dans les études, entre autres, des syndromes qu'on appelle le lyse tumorale. Donc, en faisant tout ça, on évite en fait ce problème-là. Donc, on va commencer avec une dose, par exemple, de 20 mg par jour pendant une semaine. On va augmenter à 50 mg la 2e semaine, 100 mg, 200 mg, dans le but d'avoir la dose finale de 400 mg une fois par jour. Donc, c'est pour ça qu'on a une trousse de départ. C'est super bien expliqué, donc elle est très bien faite. C'est un médicament qui se prend avec ou sans nourriture, qui a des interactions aussi avec des médicaments, donc de vérifier avec le pharmacien que c'est compatible. Sinon, pour les effets secondaires, je vous rassure qu'il est quand même aussi bien toléré. Donc, il y a quand même des nausées, des diarrhées qui sont possibles. Habituellement, ça peut arriver, oui, mais c'est quand même léger. On peut les contrôler quand même soit avec des médicaments ou avec l'alimentation parfois. La fatigue, comme tous les médicaments, elle est présente habituellement au début de traitement et s'estompe souvent par la suite. Pour l'atteinte au niveau de la formule sanguine, les globules rouges, globules blancs et plaquettes, il y a un risque associé aussi, qui n'est peut-être pas aussi important, par exemple, que la chimiothérapie, encore une fois. Il y a un petit risque quand même de faire des infections un petit peu plus que la normale, donc on fait attention quand même pour ça.
Et comme je vous avais dit, en fait, le risque de syndrome tumoral, il est présent avec le traitement parce que dans les études, ils se sont rendus compte en donnant une très grosse dose rapidement. Ce qui arrive, en fait, c'est que les cellules cancéreuses, ils meurent et ils déversent, en fait, tout leur contenu, dans le fond, les déchets cellulaires dans le sang. Il y a, entre autres, l'acide urique qui peut augmenter beaucoup et ce qui peut causer, en fait, des problèmes au niveau des reins. Donc, souvent, ça peut causer des conséquences graves. Donc, c'est pour ça qu'on fait tout ça, dans le fond, en début de traitement. Donc, l'hydratation, on va vous donner souvent un médicament pour réduire, entre autres, l'acide urique. Puis, on va augmenter progressivement la dose. C'est vraiment pour éviter ce syndrome de lisse tumorale-là. Puis, en ce moment, avec toutes ces mesures-là, en général, le risque, il est pratiquement, il est très bas, finalement. Et la dernière catégorie de médicaments que moi, je voulais vous parler aujourd'hui, c'est les anti-PI3K. Je ne me lancerai pas à dire le nom au complet parce que je risque de l'abîmer. Dans le fond, le médicament qu'on a au Canada, c'est l'idélalizib ou qui est appelé Zidelig. Il est un petit peu moins bien toléré que la plupart des médicaments qu'on donne par la bouche. On va souvent le donner avec le rituximab, donc les deux ensemble pendant les 8 doses de rituximab et il va être poursuivi par la suite jusqu'à temps que le traitement soit mal toléré ou qu'on perde l'efficacité du traitement. C'est un médicament qu'on donne 2 fois par jour, avec ou sans nourriture. Et il y a des interactions, encore une fois. Donc, tous les médicaments oraux, on doit vérifier que le pharmacien que c'est compatible avec tout ce qu'on prend. Pour les effets secondaires, en fait, entre autres, comme je vous ai dit, qui n'aiment pas tant bien tolérés, on a entre autres beaucoup de diarrhée. En début de traitement, la diarrhée, elle est quand même facile à gérer dans le sens que c'est une diarrhée normale, qui va être quand même légère et facile à gérer. Sinon, il y a une particularité, en fait, qu'il y a une diarrhée qui est plus tardive, qui se présente après 6 mois à 12 mois de traitement. En fait, c'est un résultat d'une inflammation au niveau du côlon par le médicament qui va causer la diarrhée. Donc, ça répond moins bien, entre autres, à l'Imodium, donc moins facile à traiter. On peut donner d'autres médicaments, entre autres des corticostéroïdes pour réduire l'inflammation. On va souvent avoir besoin d'arrêter le traitement pour traiter cette diarrhée-là. Le rash, il est possible aussi un peu comme, dans le fond, les anti-TKB. Donc, il va se présenter souvent en début de traitement. On est capable de le traiter habituellement pour reprendre le traitement par la suite. Ça va dépendre un peu de chaque personne pour évaluer. La fatigue qui est présente aussi avec le médicament comme tous les autres. Il y a une particularité au niveau des enzymes hépatiques. Ce qu'on veut dire, c'est qu'il peut y avoir une petite atteinte au niveau du foie par le médicament, ce qui va augmenter les enzymes hépatiques. Si c'est le cas, on va arrêter le traitement le temps que le foie, dans le fond, se guérisse lui-même. Si tout est correct, on pourra peut-être réessayer le traitement, le médicament, mais c'est possible que ça revienne. Si c'est le cas, à ce moment-là, on va arrêter le traitement tout simplement parce qu'il peut y avoir des cas un peu plus intenses de toxicité au niveau du foie. Donc, c'est une petite particularité qu'on doit regarder. Il y a une atteinte, encore une fois, au niveau de la formule sanguine, donc les globules rouges, les globules blancs et les plaquettes. Ça fait un petit peu la même chose que les anti-TKB en début de traitement. Les lymphocytes, ils vont sortir des ganglions, se retrouver dans le sang. Donc, encore une fois, ce n'est pas une perte d'efficacité en début de traitement, c'est vraiment juste que les ganglions, ils se vident de leurs globules blancs dans le sang, puis c'est pour ça qu'on remarque que ça va augmenter. Il y a un risque d'infection comme la plupart des autres traitements aussi. Donc, parfois, on va donner des traitements préventifs pour éviter l'apparition de certaines maladies. Et il y a une chose particulière, en fait, c'est la pneumonite qui peut se développer par le médicament. Le médicament va vraiment causer une inflammation au niveau des tissus pulmonaires chez certaines personnes, donc c'est rare. Mais vu que ça cause une inflammation, ça peut causer de la fibrose. Donc, les bronches ont tendance à être moins flexibles, donc ça va moins bien respirer. On peut avoir de la toux, de la fatigue. Si on se fait diagnostiquer une pneumonite, on va devoir arrêter le traitement vu que c'est pas... on ne veut pas causer d'autres problèmes avec ça. Donc, ça faisait le tour un peu des médicaments en général, mais on va parler un peu plus en détail comment vous pouvez prendre certaines mesures pour réduire, dans le fond, les effets secondaires. Je vais laisser Nadine, en fait, faire le tour avec vous pour ça. Donc, on va parler plus en détail de ces effets indésirables-là, qui sont peut-être un peu plus fréquents là, selon les différents traitements dont Roxane vient de vous parler. Donc, pour ce qui est de la fatigue, avoir une alimentation saine, variée, équilibrée, ça va être un gros avantage. Quand on parle d'alimentation variée, équilibrée, c'est sûr qu'on essaie de prioriser les aliments végétaux
diminuer le plus possible tout ce qui est charcuterie, viande rouge, puis essayer de limiter aussi les aliments transformés. Prendre des des petits repas, en fait, plus fréquemment, comme prendre des collations, par exemple, tout au long de la journée. Ça peut être mieux, ça peut mieux se passer, pardon, que si on prend des gros repas plus lourds. On peut le voir, là, même juste si on prend, par exemple, une poutine pour dîner, on va se sentir plus fatigué tout au long de la journée. Mais le même principe s'applique là, pour améliorer l'énergie tout au long de la journée avec des petits repas. Boire beaucoup, c'est important de rester bien hydraté également. On recommande aussi de dormir suffisamment. Ça, c'est sûr que ça peut varier beaucoup d'une personne à l'autre. Certaines personnes vont avoir besoin de 5 heures, d'autres de 10 heures. Donc, c'est vraiment savoir se connaître un petit peu plus, puis déterminer qu'est-ce que nous, on a besoin comme temps de sommeil. Et avoir un horaire de sommeil régulier, ça va aider à améliorer justement la qualité du sommeil, puis diminuer la fatigue. Pour ça, ce qu'on recommande, c'est de se lever pas mal toujours à la même heure, puis se coucher aussi toujours à la même heure. Des fois, ça peut être plus facile de toujours se lever à la même heure, de mettre un cadran là, pour avoir cet horaire de sommeil-là, justement, qui est régulier. On recommande de limiter le temps d'écran. Vous connaissez sûrement la lumière bleue là, qui va perturber le sommeil puis la qualité du sommeil. Puis c'est aussi important d'y aller en qualité. Donc, si par exemple vous regardez ou écoutez quelque chose qui est stimulant pour vous, vous lisez un roman policier, ça peut diminuer votre qualité de sommeil aussi, donc vous rendre plus fatigué. On recommande d'éviter aussi l'alcool et le café avant d'aller au lit. Donc, pour le café, ça peut sembler quand même assez logique parce que c'est un stimulant. Pour ce qui est de l'alcool, il y a certaines personnes qui vont avoir l'impression que l'alcool les relaxe ou les endort, mais la qualité du sommeil va être perturbée. On voit des variations dans la température du corps chez les personnes qui ont pris de l'alcool avant de se coucher. Puis la qualité du sommeil est vraiment moindre là, dans ce cas-là, donc c'est à éviter le plus possible. Faire de l'exercice modéré, ça peut sembler un peu contradictoire parce que souvent, quand on est fatigué, on a moins envie de faire de l'exercice. Mais ça a démontré, encore une fois, vraiment une amélioration de l'énergie. Donc, la marche, le vélo, la natation, faire des activités qui nous plaisent, dans le fond, c'est ce qui est important aussi. Il faut savoir aussi doser son énergie puis prioriser les activités qui sont plus importantes pour soi et prévoir aussi un moment de repos avant et après une activité qui peut être plus exigeante. Concernant les diarrhées, encore une fois, on recommande de manger léger. Ce que vous pourriez essayer, si jamais vous avez des diarrhées, c'est le régime BRAT. Ce n'est pas un régime en tant que tel, c'est plus des aliments que vous pouvez intégrer à votre alimentation habituelle. Donc, les bananes, le riz, la compote de pommes, puis les rôtis, c'est des aliments qui se digèrent bien, qui ne contiennent pas trop de fibres, puis qui peuvent augmenter un petit peu la consistance des selles. Rester bien hydraté, encore une fois, c'est très important. Donc, boire beaucoup. Ça peut être de l'eau, des liquides clairs, des boissons pour sportifs comme du Gatorade ou Powerade, des bouillons. Il y a aussi les solutions de réhydratation orale qu'on retrouve là, en pharmacie qui contiennent les bons électrolytes pour vous garder hydraté si jamais vous avez plusieurs diarrhées. Là. Vous perdez beaucoup de liquide dans ce temps-là. Donc, c'est important de compenser en buvant plus. On peut essayer de limiter aussi certains aliments et certaines boissons qui peuvent être plus irritantes ou qui peuvent augmenter la fréquence des selles. Donc, ce qui contient beaucoup de fibres, les boissons caféinées, les aliments qui donnent des gaz comme les légumineuses, le chou, brocoli, des boissons gazeuses, des choses comme ça. Puis les produits laitiers aussi qui contiennent du lactose. On essaie d'éviter les aliments épicés, la friture, les aliments gras, l'alcool qui peuvent être irritants puis augmenter encore une fois la fréquence des selles. L'Imodium, comme Roxane vous a expliqué, c'est souvent utile puis recommandé. La posologie peut varier d'une personne à l'autre, donc c'est important d'en parler avec votre pharmacien ou votre médecin pour savoir quelle quantité prendre puis comment le prendre. Concernant les maux de cœur, comme Roxane vous a dit, ça peut être quand même assez fréquent, dépendamment des médicaments. Donc, encore une fois, prendre des petits repas plus fréquents, ça, c'est une bonne chose à retenir. Manger des aliments froids ou à température ambiante, c'est une bonne idée également parce que ça diminue peut-être un peu les odeurs puis un peu les saveurs aussi, dépendamment des aliments, quand ils sont froids ou à température ambiante. Donc, ça va être mieux toléré puis on va avoir plus de facilité à les manger souvent. Choisir des aliments qui sont appétissants pour nous, qu'on a envie de manger, c'est sûr que c'est très important. Puis on recommande de favoriser aussi les aliments qui se digèrent bien. Les pains, pâtes blanches, le riz blanc, les bananes,
Le poulet, la dinde, ça se digère habituellement très bien. Donc, ça pourrait être à essayer là, de l'intégrer dans votre alimentation. On évite les odeurs fortes et désagréables, bien entendu. Les aliments épicés, gras, très salés ou très sucrés peuvent être un peu plus irritants ou causer plus de maux de cœur. Donc, c'est à diminuer le plus possible. Pour ce qui est de ne pas se coucher dans les heures qui suivent un repas, on recommande de rester à la verticale pendant au moins 2 heures suivant un repas pour limiter justement les risques d'avoir des maux de cœur. L'alcool, les boissons caféinées, encore une fois, peuvent être irritants. Puis, pour ce qui est de boire, c'est sûr, il faut rester hydraté, même quand on a mal au cœur ou qu'on a de la misère à manger, c'est important de boire quand même beaucoup, mais on recommande de le faire en prenant des petites gorgées à la fois. Des fois, il y a certains médicaments comme les antinauséeux qui peuvent être prescrits, comme Roxane nous a expliqué. Puis il faut garder en tête que c'est mieux de prévenir que guérir quand on parle de nausées ou de maux de cœur. Pour les personnes qui ont des rougeurs, des démangeaisons ou des rages, ce qu'on peut faire quand vient le temps de se laver, c'est de prendre des douches de courte durée avec de l'eau qui n'est pas trop chaude. Puis quand on se sèche, dans le fond, on tapote, on sèche la peau en tapotant pour éviter d'irriter la peau. Donc, on veut éviter, dans le fond, tout ce qui va être irritant. C'est le même principe pour ce qui est du savon doux, là. On veut quelque chose qui va bien respecter la barrière cutanée de la peau pour ne pas trop l'irriter plus qu'elle l'est déjà, dans le fond. Pour ce qui est des vêtements, on évite ceux qui irritent la peau. On peut penser à certains tissus qui peuvent être plus dérangeants là, pour la peau. Donc, c'est à porter des vêtements qui ne sont pas trop serrés non plus, qui ne sont pas inconfortables. Puis, porter plusieurs couches de vêtements légers, ça permet de s'adapter un petit peu mieux là, à la température ambiante. Donc, ça peut aider à diminuer là, tout ce qui est démangeaison, tout ça. Maintenir une hydratation, c'est important aussi, tant au niveau de la quantité de liquide qu'on boit, mais aussi au niveau des crèmes et des lotions qu'on va appliquer. On recommande des crèmes sans alcool ni parfum, puis les appliquer régulièrement, là, au moins 2-3 fois par jour idéalement. La peau, il faut la protéger du soleil, là, comme pour la population en général, donc avec des vêtements, de la crème solaire, puis en recherchant l'ombre. Parfois, on peut recommander certains médicaments, comme les médicaments contre les allergies, puis les crèmes de cortisone, comme Roxane nous expliquait, qui peuvent aider à réduire les symptômes, réduire l'inflammation au niveau de la peau. Roxane nous a aussi expliqué que le risque d'infection était plus élevé. Donc, c'est primordial de savoir reconnaître les signes et symptômes des infections. Donc, si vous avez mal à la gorge, de la toux, si vous avez de la douleur quand vous urinez, si vous avez une rougeur, vous êtes blessé, par exemple, puis il y a une rougeur, de l'enflure, de la douleur, c'est important de savoir si vous faites de la fièvre. Si jamais c'est le cas, il faut aller consulter à l'hôpital. Et pour diminuer le risque d'infection, dans le fond, il faut garder les mains propres. Dans le fond, on l'a bien appris et compris là, avec la COVID. Il faut maintenir une bonne hygiène des mains, éviter le contact entre les mains et la bouche et garder la peau bien hydratée aussi. Parce que si on se blesse, on a une petite gerçure au niveau de la main, il y a des bactéries qui pourraient rentrer dans la peau et causer une infection qui pourrait être plus grave que chez quelqu'un qui ne prend pas de médicaments ou qui n'a pas de maladie. On recommande aussi de diminuer les contacts avec les gens malades, bien évidemment, puis éviter les foules le plus possible. Nettoyer, épeler les fruits et les légumes qui sont mangés crus et bien faire cuire la viande et le poisson pour éviter les intoxications alimentaires et se faire vacciner selon les recommandations là, du médecin ou du pharmacien. Certains vaccins peuvent être moins recommandés quand le système immunitaire est plus bas. Donc, c'est vraiment d'en discuter, mais la majorité du temps, là, le pharmacien et le médecin vont pouvoir facilement vous recommander quels vaccins sont appropriés pour vous. Des fois, il peut y avoir des médicaments qui peuvent être prescrits pour augmenter les globules blancs, donc donner comme un boost au système immunitaire. Ça peut être prescrit en prévention, donc avant le traitement ou après le traitement, quand on a vu dans les prises de sang que les globules blancs étaient bas. Les risques de saignement, encore une fois, il faut les surveiller, les signes et symptômes là, des saignements. Donc, si vous avez du sang dans votre urine ou dans vos selles, si vous avez un saignement de nez qui dure longtemps, là, comme Roxane nous a expliqué, ou si vous avez des bleus qui sont nombreux ou gros, faut penser à consulter ou en parler. Même des fois aller à l'urgence là, si nécessaire. Pour diminuer les risques de saignement, bien, on peut utiliser une brosse à dents à poil souple, se moucher plus délicatement, utiliser un rasoir aussi qui est électrique qui va diminuer le risque de se couper. On évite les activités là, qui augmentent le risque de saignement et de blessures, comme les sports avec des risques de chute ou les sports de contact.
puis éviter de soulever des objets lourds aussi. Pour ce qui est des douleurs musculaires, ça peut être assez fréquent également. On recommande de rester actif le plus possible. Encore une fois, ça peut sembler un peu contradictoire, mais c'est important, faire de l'activité physique, ça améliore beaucoup la gestion des douleurs en général. Faire des exercices d'étirement aussi, puis le yoga et la méditation peuvent aider à la gestion de la douleur, puis à diminuer les douleurs aussi en général. Les massages peuvent aider à soulager les crampes. Puis, tenir un journal, ça peut aider aussi à comprendre les facteurs qui aggravent ou qui soulagent les symptômes de douleur. Donc, si, par exemple, ça peut fonctionner pour les douleurs, mais ça peut fonctionner aussi pour tous les autres effets secondaires là, dont je vous ai parlé. C'est de savoir qu'est-ce qui améliore notre cas ou qui empire notre situation. Donc, ça peut vraiment aider de noter qu'est-ce qui se passe dans notre vie de tous les jours. Les suppléments de calcium et de magnésium pourraient être appropriés si vous avez des crampes. Ça peut être vu là, dans les prises de sang là, si jamais il y a un manque au niveau de ces minéraux-là. Donc, c'est à en parler avec votre médecin ou votre pharmacien si ça vous arrive. On peut soulager les douleurs avec des médicaments comme l'acétaminophène, mais c'est important, comme je vous expliquais, si vous avez de la fièvre, de ne pas prendre ce genre de médicaments-là qui vont diminuer la fièvre pour aller consulter là, avant de diminuer votre température. Je vais maintenant vous parler de la réponse au traitement. Donc, peut-être que vous vous demandez ce que ça veut dire avoir une rémission complète ou une rémission partielle. Donc, pour ce qui est de la rémission complète, c'est quand il y a un retour à la normale dans le sang des lymphocytes, des neutrophils, des plaquettes et de l'hémoglobine. Les ganglions aussi vont retourner à une taille normale comme le foie et la rate. Il n'y aura plus de symptômes là, de la leucémie. Dans la moelle osseuse aussi, les lymphocytes vont être de retour à la normale. Quand c'est une rémission partielle, grosso modo, c'est une diminution de 50 % de ce que je viens de vous parler, puis un retour à la normale de au moins un des 3 facteurs, les neutrophiles, les plaquettes et ou l'hémoglobine. Quand on parle de maladie évolutive, c'est qu'il y a au moins un des points suivants, donc soit au moins une augmentation de 50 % du diamètre des ganglions, du volume de la rate ou du foie, une augmentation aussi du décompte des lymphocytes par rapport à votre valeur de départ, ou une transformation comme une mutation, par exemple, à une forme plus agressive. Quand on parle de maladie stable, c'est quand ça ne répond pas aux critères là, des 3 précédents. Donc, ce n'est pas une maladie qui évolue, ni une maladie qui est en rémission, donc elle est vraiment plus stable. Pour la maladie réfractaire, c'est quand il y a eu une réponse d'abord au traitement. Donc, vous avez un traitement, vous répondez bien pendant 6 mois, mais après 6 mois ou plus, il y a une perte de réponse, le traitement ne fonctionne plus. Pour ce qui est de la maladie récidivante, c'est quand la maladie n'entre pas en rémission, donc elle est soit stable ou elle s'aggrave au cours des 6 mois suivant le dernier traitement. Peut-être que vous avez entendu parler là, de produits de santé naturels qui pourraient être bons pour vous, comme de l'ail, curcuma, thé vert. C'est vrai que c'est des choses qui peuvent être complémentaires à la médecine traditionnelle. Par contre, pour nous, c'est impossible de faire des recommandations globales. Ça faut vraiment faire une étude puis une analyse de chaque patient au cas par cas. Donc, c'est vraiment essentiel d'en parler à votre pharmacien pour avoir l'heure juste, pour s'assurer que c'est sécuritaire pour vous de prendre ces suppléments naturels-là, puis d'avoir des recommandations spécialisées selon votre profil, quels médicaments vous prenez, tout ça. Malheureusement, pour ces produits de santé naturels-là, il y a peu ou pas d'études fiables de bonne qualité par rapport à leur sécurité ou leur efficacité. Puis en plus, comme Roxane nous expliquait, ça peut interagir avec les médicaments prescrits. Donc, ça peut augmenter les effets secondaires dans certains cas. Puis ça peut même diminuer l'efficacité des traitements. Donc, c'est important de toujours en parler. Donc, quand je vous ai parlé un petit peu des effets secondaires, là, vous avez pu remarquer qu'en général, c'est des recommandations pour un mode de vie sain là, que je vous ai parlé. Donc, c'est sûr qu'avoir des habitudes de vie saines, ça permet d'avoir une meilleure santé globale, donc souvent une meilleure qualité de vie. Puis aussi, quand on a une bonne qualité de vie et qu'on est capable de bien gérer les effets secondaires, on va être capable de maximiser le temps qu'on est capable de rester sur un traitement. Puis, c'est sûr que si le traitement ne fonctionne plus ou il est plus toléré, après, il peut y avoir un peu moins d'options. On élimine des options de traitement. Donc, les choix peuvent être plus limités pour traiter la maladie. Donc, l'alimentation équilibrée, comme je vous disais, l'activité physique régulière, cesser de fumer, limiter la consommation d'alcool, puis avoir une bonne gestion de son stress.
pour vous donner quelques recommandations pour la bonne gestion du stress. C'est sûr qu'avoir une pratique d'exercice modéré, ça peut diminuer le stress, améliorer l'énergie puis l'humeur. L'exercice léger, pour sa part, comme le yoga, par exemple, ça peut améliorer le sommeil. La méditation aussi est réputée pour diminuer le stress, avoir une meilleure gestion du stress. Il y a aussi les psychologues qui peuvent vous aider à pratiquer, dans le fond, la psychothérapie ou la thérapie cognitivo-comportementale. Ils sont vraiment efficaces pour gérer le stress, mais aussi les autres défis là, que vous pouvez vivre comme personne qui vit avec le cancer. C'est sûr que maintenir ses activités sociales, faire partie d'un groupe de soutien, c'est des très bons moyens là, de gérer son stress, parler de ce qui nous dérange, ce qu'on vit, ça peut être très aidant. Pour prendre en charge votre maladie, c'est sûr, n'hésitez pas à poser des questions à votre équipe traitante. Pour ça, il faut savoir connaître les membres de son équipe. Vous connaissez sûrement bien le médecin, mais aussi l'infirmière pivot, le pharmacien, qui peuvent être de grandes aides pour vous, pour savoir comprendre vos traitements, comment gérer les effets secondaires des traitements. Donc, c'est important de parler avec tous les membres de votre équipe. Encore une fois, tenir un journal de maladie, ça peut donner un sentiment de pouvoir sur la maladie, donc en notant ses médicaments, ses examens, ses rendez-vous, les résultats des prises de sang, tout ça, puis pouvoir en discuter par la suite. Ça va vraiment être aidant, là, dans le fond, de tenir un journal de maladie. Il y a aussi le site Carnet Santé qui est très bien fait pour obtenir vos résultats de prise de sang. Donc, vous pouvez vous inscrire, puis ça contient vos listes de médicaments, les résultats d'imagerie, les résultats des prélèvements sanguins aussi. Donc, c'est vraiment bien fait. Puis, à consulter, là, ça peut être très aidant. Maintenant, je vais vous partager quelques petites ressources. C'est sûr que c'est important de savoir s'encadrer de différents professionnels de la santé, des personnes chez qui vous pouvez penser qu'il y a un manque, dans le fond, dans votre prise en charge de votre thérapie. Des fois, ça peut être un travailleur social, massothérapeute, nutritionniste, physiothérapeute. Vraiment savoir qu'est-ce que vous avez besoin, qu'est-ce qui vous manque pour être capable de mieux vivre avec la maladie. Il y a aussi des sites utiles. Vous connaissez sûrement bien là, le site de la SLLC. Il y a aussi la Société canadienne du cancer qui a un répertoire, dans le fond, sur leur site, là, il y a un répertoire qui donne accès à plusieurs services dans votre région. Vous pouvez choisir la région où est-ce que vous habitez, puis vous pouvez déterminer quel service vous auriez besoin, par exemple. La Fondation québécoise du cancer, pour sa part, elle a une section sur le site qui donne aussi des trucs et conseils là, sur comment gérer les effets secondaires. Donc, ça peut être super aidant aussi. Même ça peut aller plus en détail de ce qu'on a parlé aujourd'hui sur comment gérer les effets secondaires. Puis aussi un site d'information, le site InfoCancer, qui est très bien fait. Il faut aussi savoir faire appel au programme de soutien aux patients. Donc, selon les médicaments que vous prenez, il y a certains programmes qui peuvent donner des services. Donc, c'est de s'informer et de profiter de ces services-là. Donc, avez-vous des questions? Merci beaucoup, Nadine et Roxane. C'était vraiment très, très complet comme présentation, très pratique. Donc, j'invite les gens à poser vos questions dans la section Q&R, questions et réponses. Et ça va nous faire plaisir. Je vous demanderai par contre de rester général. Hein, ce n'est pas une consultation privée avec Nadine et Roxane. Pour ça, vous pourrez communiquer directement avec la pharmacie. Donc, on tente de rester général le plus possible. Alors, on va attendre vos questions. En attendant, on a reçu des questions via l'inscription. Alors, on va les poser. Donc, je vais y aller avec une première question. Donc, quelqu'un qui demande, qui reçoit l'Imbruvica depuis 3 mois, beaucoup de douleurs articulaires, beaucoup de... voilà, c'est ça, de difficultés au niveau du genou, des références en rhumatologie. Donc, est-ce que c'est fréquent avec l'Imbruvica, ces douleurs articulaires-là? Et qu'est-ce qu'on peut faire? Effectivement, comme on a parlé, ça arrive souvent qu'il y a des douleurs soit musculaires ou articulaires qui peuvent être causées par le médicament. C'est sûr qu'en plus de tout ça, je veux dire, on est des personnes qui vont devenir âgées avec le temps aussi. Donc, il va y avoir d'autres maladies, peut-être en concomitance qui vont arriver. Entre autres, des fois, l'arthrose, c'est possible. Même si on n'en avait jamais eu avant le traitement, ça se pourrait que ça se développe pendant la maladie aussi. Donc, c'est possible. L'usure des articulations naturelles aussi du corps qui va apparaître.
Donc, c'est sûr qu'avec l'Imbruvica, la particularité, c'est que oui, on ne prendra pas d'anti-inflammatoire habituellement pour les traiter. Ça va être vraiment plus le Tylenol habituellement, entre autres, qui est utilisé, oui, pour l'Imbruvica ou pour, entre autres, l'arthrose, qui est souvent la première ligne. Si jamais ça ne convient pas, c'est sûr que là, la rhumatologie va pouvoir voir en détail un peu plus qu'est-ce qui va être approprié chez chaque patient. Parce qu'entre autres, des fois, les oncologues, oui, ils vont bien traiter les leucémies, mais les traitements de rhumatologie, ils s'y connaissent moins. Donc, souvent, ils vont référer dans cette situation-là pour pouvoir avoir un meilleur traitement pour vous, finalement. Excellent. On a eu une question en direct. Quoi faire si le rash cutané perdure? Le rash cutané qui perdure, c'est sûr qu'habituellement, si ça persiste, le traitement, habituellement, il va être cessé. Il n'y aura pas de... On ne pourra pas nécessairement continuer ces traitements-là. Probablement que vous réagissez un petit peu trop intensément aux médicaments. C'est sûr que les options, en général, les médecins ils vont regarder si on est capable de traiter avec les corticostéroïdes, soit en crème ou des fois même par la bouche. Souvent, ça va être ça qu'on va utiliser. Sinon, c'est sûr qu'ils vont vraiment essayer de trouver la source. Peut-être qu'il y a, ça a été d'abord lié aux médicaments. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui ont contribué en plus? Est-ce qu'on avait peut-être une maladie sous-jacente qui sort avec l'utilisation du médicament? Donc, c'est sûr que souvent, ils vont faire une référence des fois au dermatologue ou à l'allergologue pour voir si c'est quoi le type de réaction qu'on a. Parce que le type de réaction qui est plus commun, c'est la réaction qui a un rash qui apparaît puis qui va disparaître après un certain temps, soit en arrêtant le médicament, soit en le traitant aussi. Donc, souvent, ça va se replacer. Donc, ça va être vraiment difficile par la suite de savoir s'il y a peut-être autre chose. Donc, c'est sûr que le médecin va devoir faire un diagnostic pour trouver peut-être autre chose en plus que dans le fond, l'Imbruvica ou les autres médicaments qui pourraient causer, par exemple, des rash. Merci. On a une autre question qui, donc Lynn demande pourquoi est-ce qu'on ne peut pas prendre d'ibuprofène si on prend l'ibrutinib? Dans le fond, l'ibuprofène qui est l'Advil, sont irritants en particulier au niveau de l'estomac. Donc, souvent, ça peut faire des ulcères. Et vu qu'on a un risque, entre autres, de saignement, ça va être à éviter. Mais aussi, en tant qu'anti-inflammatoire, donc, ils ont aussi un petit effet au niveau des plaquettes en plus. Donc, si on se met à jumeler, par exemple, Imbruvica ou anti-TKB avec, par exemple, un anti-inflammatoire avec de l'aspirine ou avec d'autres médicaments qui éclaircissent le sang, c'est qu'on cumule tous ces risques de saignement-là, puis on peut finir par vraiment se retrouver avec des situations plus problématiques, des saignements vraiment importants, difficiles à arrêter. Donc, c'est pour ça qu'on va essayer de les éviter. C'est sûr que dans certaines situations, par exemple, de l'aspirine, on a besoin de les utiliser des fois pour les personnes qui sont cardiaques. On n'aura pas le choix de donner, dans le fond, un anti-TKB parfois avec de l'aspirine ou même des fois des anticoagulants pour, entre autres, la fibrillation auriculaire. Ça peut arriver, puis on va tout simplement faire attention plus particulièrement dans ces situations-là, mais on ne voudra pas ajouter ibuprofène en plus comme risque, souvent qu'on peut avoir des alternatives. Ça peut arriver, par exemple, que le médecin va prescrire des courtes durées d'anti-inflammatoires. Puis dans certaines situations, ça peut être possible de les utiliser. Ce n'est pas une contre-indication, c'est juste qu'il y a un risque supplémentaire de saignement quand on les utilise. Il y a aussi les anti-inflammatoires sous forme de crème ou de gel qui peuvent être utilisés si c'est une douleur localisée. Qui sont souvent plus appropriés que le prendre vraiment par la bouche. Excellent, merci. Merci pour ces précisions. On avait une question en lien avec l'espérance de vie au niveau de la LLC à ce jour. Donc, il y a quand même beaucoup de recherches qui est faite au niveau de cette forme adulte la plus répandue là, de leucémie. Donc, à ce jour, quelle est l'espérance de vie? L'espérance de vie va vraiment changer en fait en fonction du stade de la leucémie. Parce que souvent, quand on commence, par exemple, au diagnostic, on a un stade qui est très peu évolutif, très peu agressif. Puis ça, dans ce temps-là, au diagnostic, souvent, on va avoir une espérance de vie qui peut dépasser des fois au-delà de 10 ans. Donc, on peut avoir la leucémie pendant plus de 10 ans facile au diagnostic. Donc, il ne faut pas trop s'inquiéter avec une leucémie lymphoïde chronique. Surtout qu'au fur et à mesure, on découvre des nouvelles thérapies. Je veux dire, la recherche, elle est en constante évolution. On va avoir probablement des nouveaux médicaments encore meilleurs qui vont faire que les traitements vont être encore, mieux tolérés, mais aussi qui vont allonger davantage la survie. C'est sûr que si, par exemple, on se retrouve avec une maladie qui est très, très, très agressive, l'espérance de vie peut jouer des fois peut-être à 2-3 ans.
Donc, ça va vraiment jouer un peu en fonction de où est-ce qu'on est rendu dans l'évolution de la maladie. Donc, au départ, souvent, on a plus que 10 ans. Puis, plus la maladie évolue, plus ça va raccourcir. Donc, ça va vraiment dépendre de où est-ce qu'on est rendu. Excellent. Et est-ce qu'il y a plusieurs types de LLC? Souvent, on parle vraiment de la leucémie lymphoïde chronique. Est-ce qu'il y a plusieurs types, comme on voit dans le lymphome, par exemple? Ou, c'est sûr qu'il peut y avoir, en fait, il y a plusieurs formes, si on veut, soit avec l'analyse chromosomique, qu'on va les mettre en plusieurs catégories comme ça de risques d'issue favorable ou pas. Il y a aussi des fois, en fait, des leucémies qui vont peut-être cibler un peu plus les lymphocytes B. La plupart des gens, c'est les lymphocytes B, mais il pourrait y avoir un peu les lymphocytes T, qui est comme une sous-catégorie des fois de leucémie. Donc, il peut y avoir plusieurs différences. C'est sûr que le médecin va pouvoir vous dire peut-être plus spécifiquement le nom de la maladie que vous avez ou bien si c'est quelle, par exemple, anomalie chromosomique que vous avez. Il y a moyen de vérifier avec le médecin pour savoir quoi, mais c'est sûr qu'on a une grande famille de leucémie lymphoïde chronique quand même qui, ça va quand même se ressembler quand même beaucoup de un à l'autre. Bien, merci, mesdames. C'était tout pour les questions. Donc, merci encore de cette clarté, d'avoir pris le temps de présenter. Je pense que moi, j'ai trouvé ça très intéressant. Je suis sûre que les spectateurs aussi. Alors, on va terminer notre présentation, peut-être changer de diapo, passer à l'autre diapo, voilà. Donc, merci encore, mesdames, d'avoir pris le temps de nous présenter. Je remercie également notre partenaire AstraZeneca, donc sans quoi cette diffusion n'aurait pas été possible. Donc, on les remercie chaleureusement. Et finalement, donc avant de vous quitter, j'aimerais vous rappeler qu'on est là pour vous. Si vous êtes peut-être changé de diapo, Roxane, si vous êtes à la recherche de ressources, si vous avez besoin de soutien, n'hésitez pas à communiquer avec nous. On est là pour vous aider. Prenez note également qu'un court sondage va vous être envoyé. Alors, on veut connaître qu'est-ce que vous avez pensé de cette web diffusion-là. On veut toujours s'améliorer, vous présenter là, du contenu qui vous intéresse. Alors, s'il vous plaît, je vous invite à répondre au sondage voilà, pour nous aider à planifier nos futurs événements. Voilà, je vous remercie. Merci d'avoir été des nôtres. Merci Nadine, merci Roxane, au plaisir de vous voir en vrai, de pouvoir vous toucher. Bientôt, on va pouvoir recommencer à se toucher. Même chose pour les gens à la maison. Bientôt, on espère pouvoir vous offrir des événements en présentiel. Mais d'ici là, merci d'avoir été des nôtres. Je vous souhaite une belle après-midi et une belle fin de semaine. Merci Pascal. Merci. Plaisir.